est entré dans nos vies avec sa salopette rayée et son nez rouge. Dès sa première apparition sur nos écrans de télévision, en mai 1974, Coluche s'installe par le rire dans la mémoire des Français pour ne plus en sortir. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Et on a découvert ce type qui rentrait sur scène avec son air un peu stupide, et puis en faisant attention de bien mettre ses pieds, ses mains, comme le gars timide qui ne sait pas comment se mettre. Et au bout des 3 minutes de silence, toute la salle était déjà écroulée de rire. Non, un mec... Oui. Non, je dis un mec normal, quoi. Je dis un blanc, quoi. Sa salopette, une façon de parler. Et puis surtout un registre qu'on n'avait pas vu. Cette espèce de simplet, là, qui parlait de façon un peu niaise. Enfin, moi, je dis ça, je m'en fous, hein. Je suis ni belge, ni suisse, ni juif. Alors, je suis normal. Jamais il y avait eu quelqu'un qui, comme Coluche, c'est l'histoire d'un mec et qui disait des horreurs en scène, et il disait au micro aussi, parce que je l'ai toujours pris en direct. Et il m'est apparu comme quelqu'un qui, effectivement, avait un discours un comique très moderne, qui démodait tout ce qu'il y avait avant. Ah non, moi, je veux pas m'engueuler avec les gens. Non, il y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France, hein. Alors, non, je veux dire, si j'ai le choix, j'aime autant m'engueuler avec les moins nombreux, quoi. Michel, c'était un artiste, c'était un baladin, c'était un type qui était là pour foutre la merde. C'est encore plus aussi important que les restos du cœur, ça, foutre la merde. Il y en a plus qui foutent la merde. Tout le monde est consensuel maintenant. Hein? C'est bien, là. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on fait un sondage d'opinion dans la rue pour savoir ce que les gens pensent de Coluche. C'est Coluche. Vous savez pas qui c'est? Coluche? Ouais. Il me plaît, moi. Il est Ouais. comique, il est bien. Il est rigolo? Bah oui, ça change un peu d'habitude, non? Ouais. De voir Et- toujours des gens tristes, c'est pas marrant, non? Venez, monsieur, on fait un sondage. Clown génial au naturel ravageur, bouffon de la République, citoyen au grand cœur, Coluche est tout cela pendant la douzaine d'années où il occupe la scène publique. De ses débuts à la télévision en 1974 jusqu'à sa mort brutale en 1986, 12 ans où il se hisse de son vivant au rang d'icône nationale. Des années Coluche racontées par ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé, parce que d'abord, il nous a bien fait marrer, l'enfoiré. Bah, moi, ça va, toi, ça va, ouais, ça va, ça. Ou bah, moi, ça va, toi, ça va, ouais, ouais, ça va. Ah, bah, moi, ça va, toi, ça va. Oui, eh ben, en tout cas, le pinard, c'est pas interdit que je sache. Alors, il doit quand même y avoir une raison. Celui du père alcoolo, là, qui engueule son fils parce qu'il fume du hashish, ça, c'était une chose qui nous interpellait, quoi. Fais-nous ça. Fais-nous. Hein? Tant que tu écoutais Mick Jagger et les Browning Stones, je dis rien. Mais que tu fumes du high-kick, non! C'était une sorte d'intelligence supérieure, sachant habiller son intelligence par l'humour, toujours décalé, toujours intègre, jamais méchant, et qui parlait à une France à qui personne ne parlait. La façon de parler, la façon de dire des gros mots, qui étaient toujours c'était toujours des gros mots, mais polis, je trouvais toujours. C'était autre chose, c'était différent. Il n'y a pas de vulgarité. Ou sa vulgarité qu'il faisait, elle n'était pas vulgaire. Il parle comme nous. Il parle comme tout le monde. C'était un langage, de Monsieur Tout le Monde. De Monsieur Tout le Monde. Comprenait le Donc langage. voilà, moi je pense que c'est... Et il parle de nous. Il parle de nous. Voilà, Et c'est il ça parle qui de était nous. fort, Et voilà, c'est ce qui fait sa popularité. Bobby dit toujours, si la société nous rejette, c'est parce qu'elle veut oublier que c'est elle qui nous a créés. Waouh! Le blouson noir, le prolo alcoolo, l'ancien combattant. Ses premiers sketchs brossent les portraits satiriques de Français moyens des années 70. Coluche fait rire de son époque et touche à l'essentiel. Sous sa férocité,
l'humoriste est d'abord un humaniste. C'est ça le principe. En fait, c'est le mec c'est moi, hein. C'est qui prend la position de tout le monde, hein, et puis se met dans la peau du connard en question, et puis voilà. Alors il peut être père de famille, ancien combattant, flic, autostoppeur, c'est toujours le même, quoi. Oh le Dieu. Repos la classe. Je me présente, du Moulin. M'appelle du Moulin, mais les copains m'appelaient du Boudin. Parce qu'à chaque fois que j'entrais dans la chambrée, il y avait toujours un qui chantait. Tiens, voilà du Moulin, voilà du Moulin. Dans ces sketchs, il y a toujours ce souci d'être humain, quoi. Mais il ne le faisait pas exprès, il était comme ça. Il y a une humanité. On lui aurait parlé de ça, il arrête, fais chier avec humaniste toi-même, c'est bon. Mais c'était de la pudeur. Il y avait une certaine forme de pudeur chez lui. De toute façon, pour se moquer de quelqu'un, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut s'y intéresser. Pour s'y intéresser, il faut l'aimer. Il n'y a pas à sortir de là. On ne peut pas se moquer d'un funambule si on ne sait pas marcher sur un fil. Ces Français dont Coluche aime tant se moquer lui font un triomphe avec le Schmilblick, son sketch emblématique. Sorti à l'été 75, cette parodie de jeu télévisé vend 500 000 disques. Une galerie de personnages se faufile à la télévision et entre dans toutes les familles. Papy Mougeot, star du Schmilblick, devient notre grand-père préféré. Et Papy Mougeot! Bonjour les gars! What are you taking? Alors, est-ce que le Schmilblick, s'il tient dans la main, Admettons, à quoi pensiez-vous, monsieur? Hein? Alors, rien, c'était pour le faire avancer le Schmilblick. Je vais le voir dans une ville de province, je sais plus laquelle, et je suis impressionné. La Coluche Mania, ça a été quelque chose de vertigineux dans un laps de temps très court. Le souvenir que j'ai, moi, de mon Coluche des débuts, c'est ce raz-de-marée qui déferle sur la France. Coluche en chante une France autant qu'il en choque une autre. Son langage emprunté à la rue écorche bien des oreilles. Son style affole les bonnes mœurs. Sans blague! Merde! Dans la société bridée des années 70, sous la présidence Giscard d'Estaing, Coluche bouscule des médias étouffés par le monopole d'État. Eh, on fait pas de mal, merde! On est une bande de jeunes, on se font la gueule. Il reculait les limites de la vulgarité, de la grossièreté, le comique qui exsudait de Coluche dans les premiers temps, c'était pas un comique troupier, l'époque n'était plus à ça, mais c'était un comique vulgaire. Ça déconne. Sauf que l'époque est quand même très corsetée. Et déconner devient politique. À cette époque-là, c'est des choses qu'on ne doit pas dire, des gros mots qu'on ne doit pas utiliser, des choses qu'on ne dit pas à la télévision, qu'on ne dit pas... il s'est, à un moment donné, réfugié dans le cœur des gens, parce qu'il s'est opposé à la censure. Il a montré un truc de révolté. Il comblait un vide, le vide d'une parole totalement libérée et du type qui n'en a rien à foutre, au sens propre des termes, qui n'en a rien à foutre et qui, sous couvert de dire, entre guillemets, des horreurs, faisait passer un vrai message politique de liberté. Non, parce que des gens, ils disent la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF ou au PTT. Oui, mais non. En fait, c'est exagéré, parce que je suis pas dans un gros commissariat, mais je vois rien que au commissariat que je suis, il y en a au moins, que je dise pas de bêtises, il y en a au moins 4 qui boivent pas. Miroir rigolard de nos colères et de nos peurs, Coluche fait l'andouille pour débusquer la connerie ordinaire. Il joue les racistes pour dénoncer le racisme, mêlant allègrement premier et deuxième degré, au risque d'être compris à l'envers. Michel, d'une certaine manière, parfois pouvait plaire à des gens qu'il critiquait. Je veux dire que il n'y avait pas le mode d'emploi dans certains cas. Il y avait des choses sur le racisme, par exemple, qui pouvaient passer pour racistes. Il attirait un public qui n'aurait pas dû être là. Parce qu'en fait, tout ça, c'était parfois
très proche du Front National. Et il trouvait que ce mec disait des trucs vachement bien et vachement justes. Et c'était un gros malentendu. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Sans compter qu'il y en a quand même un qui aurait pu faire le ménage, hein. Ah non, mais le personnel, c'est une calamité. Alors on vous dit, ah, bah ces braves gens viennent chercher du travail en France. C'est pas vrai. Feignant. Ils viennent chercher du chômage en France. Tellement que ces pauvres dans leur pays, il n'y a même pas de chômage. Tout le monde est raciste. Je veux dire, tout le monde, y compris ceux qui en sont victimes. Je veux dire que le racisme, il existe aussi entre les riches et les pauvres, et c'est même peut-être le plus important. Et puis, d'autre part, le vrai racisme, c'est-à-dire celui des races, il existe à double sens. C'est-à-dire que les Noirs sont aussi racistes que les Blancs, quand même. Faut pas oublier ça, quoi. Il avait une sorte de cynisme rigolo. Il avait un côté ancien pauvre, justement, qui fait que on se dit, bon, j'avance, et tant pis, pour d'une certaine manière, pour les erreurs d'interprétation. Après tout, si ça leur plaît, ils achètent. La liberté et la force comique de Coluche puisent dans son enfance. Michel Colucci grandit en banlieue, à Montrouge. Orphelin à 3 ans d'un père italien, élevé par une mère fleuriste, il connaît la pauvreté, la faim, la rage de s'en sortir, la démerde, les petits larcins. Il aurait pu tourner délinquant, s'essaye à tous les métiers, il en comptera 14, mais il rêve d'être chanteur ou acteur. À 20 ans, Michel Colucci cherche fortune dans les cabarets du quartier latin. Moi, à l'époque, je voulais être absolument compositeur. Je voulais écrire des chansons. Enfin, j'en avais déjà écrit, mais j'arrivais pas à vraiment trouver quelqu'un qui me écrivait des chansons, des textes comme... Et donc, Coluche, il n'était pas... Même, à l'époque, je pense qu'il était barman à la Méthode. Enfin bon, il n'était pas encore tout à fait dans le métier. Et je l'ai entendu parler, nous faire rire et tout. Je me suis dit, c'est avec ce gars-là que je vais écrire des chansons. Je l'ai tout de suite vu comme quelqu'un d'incroyablement drôle. Il rentrait quand on allait n'importe quel bistrot, en 5 minutes, tout le monde l'écoutait et il faisait rire tout le monde, alors qu'il ne le faisait pas en professionnel. C'était comme ça, c'était son instinct. Et on a commencé par faire la Manche à Saint-Germain. On a passé des nuits au poste, comme ça, pour... D'ailleurs, ils nous ont virés avant la fin de la nuit, alors que... Il n'y a pas eu de contrôle ni rien, mais tellement il faisait rire tout le monde, tous les gens qui arrivaient, les prévenus, les putes, enfin... C'était incroyable, tout de suite, c'était la rigolade complète, et du coup, les supérieurs nous ont virés, quoi, à cause de ça. En 1966, la rencontre avec le comédien Romain Bouteille lance sa carrière. Ils démarrent ensemble l'aventure du Café de la Gare, une joyeuse troupe de débutants avec Patrick Devers et Miou Miou. Michel Colucci apprend les ficelles du métier et impose son potentiel comique. Faisant déjà de l'ombre aux autres, ambitieux et impatient, il quitte Romain Bouteille en 71 et crée sa propre troupe de café-théâtre, le vrai chic parisien, où il façonne son personnage de petit gros à lunettes. Devenu Coluche, il se lance en solo en 1974, passe à la télévision, et c'est l'histoire d'un mec qui décroche le succès. C'était un gamin de banlieue qui avait réussi, hein. Et qui était content, et quand il disait salaud de pauvre ou con de pauvre, c'était uniquement pour les pousser au cul et faire en sorte qu'ils fassent comme lui, quoi, qu'ils se battent pour réussir, parce que lui, il était persuadé que tout le monde pouvait réussir sa vie. Alors, voici une petite chanson de Boris Vian, qui a servi d'indicatif avec Coluche, qu'on avait enregistré avec le Grand Orchestre du Splendide, et qu'on jouait quand on faisait la Manche vers les années 70, vraiment au tout début, alors qu'on était tous inconnus. On n'est pas là pour se faire engueuler. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire engueuler, titre et générique de la première émission radio de Coluche. En 1978, Europe 1, l'une des rares stations qui échappent au monopole d'État, fait le pari de lui confier une émission quotidienne et en direct.
la bête de scène va se révéler une bête de médias. Il y en a qui a écrit « Il semble bien que Raymond Barre ait envie de se payer la tête du RPR à n'importe quel prix », écrivait hier Pierre Charpie dans la lettre de la Nation, qui est donc l'organe principal pardon, excusez-moi, parce que d'habitude on fait de la radio, alors on se rend pas compte. Pendant plus d'un an, Coluche fait souffler une tornade libertaire sur les ondes. Ses provocations n'épargnent aucun pouvoir ni aucune institution. Mais avant d'être remercié après une énième outrance, son émission a réussi à faire exploser l'audience d'Europe 1. Ça d'ailleurs était une catastrophe au début, il faut le savoir. Hein. Il était absolument nul, il savait absolument pas comment se faisait une émission de radio. Coluche était dans le vide sidéral, il avait sauté sans parachute avec ses copains et ils étaient parfaitement incapables de faire une émission de radio. Ça n'a pas duré longtemps. Du RPR, évidemment. Ça, le président de la République, il n'a rien à foutre du RPR. Chirac, il gouvernera quand il sera président de la République. Mais il faut qu'il apprenne bien la leçon, qu'il mange bien. Faut qu'il fasse bien apprendre le même mensonge à tous ses copains. On a découvert un talent incroyable de Coluche. C'était d'une part sa capacité à détourner tout. Il n'y avait plus une pub qui résistait, mais les publicitaires très très vite ont compris que ça pouvait payer. Il était d'une méchanceté rare, systématique, de parti pris grave contre les curés, contre les militaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sera viré. Et il a cette qualité, cette capacité de dialogue avec les gens et toutes les émissions de radio qu'il va faire, c'est avec le support des auditeurs. Messieurs, c'est peut-être des conneries, mais c'est écrit dans le journal. Vas-y, c'est à toi. Riche et célèbre, Coluche peut aussi se lancer au cinéma en toute liberté. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Le premier et dernier film qu'il réalise lui-même est un bide. Mais il a embarqué sur le tournage ses copains artistes. Gérard Lanvin, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Gérard Jugnot et bien d'autres, alors tous inconnus. Le chef de file d'une génération est d'abord un chef de bande. Il avait une bande effectivement de copains, de potes avec qui il se comportait d'une manière très généreuse. Sa maison était table ouverte, on ne savait pas où aller, on allait rue Gazan. Le soir, il y avait toujours quelqu'un, on peut toujours bouffer, ou jouer aux cartes, ou faire un baby, ou un flipper. Il était fédérateur, il rassemblait les gens. Une fois que vous faites partie de la famille, il y a une sorte de jalousie, c'est-à-dire que il comprend pas que vous soyez, par exemple, 2 jours de suite absent au dîner du soir. Ouais. Il était capable de dire « Attends, faut qu'on t'envoie un carton pour que tu viennes manger. » Il dit « Mais attends, j'étais là avant-hier. Ouais, mais alors, qu'est-ce que t'as fait hier soir ?» Bon. Un peu possessif, mais c'était de l'amour. Par contre, mais arrêtez, merde, ça ne me fait pas rire du tout. Et puis, il faut pas croire aussi, on travaillait. Même quand on prétendait qu'on rigolait ensemble, comme ça, manger, faire des soirées, du boulot, en fait, c'était du boulot. On travaillait, on regardait la télé, c'était du boulot. Parce que, bon, une plaisanterie, une phrase balancée comme ça, hop, ça lui plaisait, dictaphone, il prenait, voilà. C'était quand même du travail, quand même. C'était du travail. Oui, il avait une énergie, surtout, il était partout. C'était incroyable, il allait voir dans la journée, j'ai jamais revu ça. Le matin, il arrivait, on le voyait, il passait une demi-heure avec des copains. On savait qu'après, il allait au journal Harakiri, c'est pareil, il passait une demi-heure. Toute la journée, il traversait Paris, voir tous ses copains, enfin tous les gens qui pouvaient avoir... qui l'amusaient, quoi, avec qui il sentait que c'était la vie. Et c'était comme ça toute la journée, toute la nuit, quoi. Il venait beaucoup nous voir. Et moi, à cette époque-là, je réalisais des photoromans pour Harakiri. Donc, tout naturellement, il est venu s'inscrire dans les invités. Harakiri et Charlie Hebdo, journaux bêtes et méchants, cultivent le même esprit sulfureux que Coluche. Il leur apporte sa notoriété, en échange, il lui ouvre leur page. Coluche peut y narguer tous les interdits, repousser encore les frontières de sa liberté d'expression. On profitait d'une liberté qui était nouvelle, parce qu'on a quand même été censuré à Harakiri, à Charlie Hebdo. Donc, peu à peu, cette censure a cessé. Et tout ce qui était tabou, qui était mal pour les bien-pensants, est devenu libre. Donc la France a changé. Et pourquoi la France a changé? Grâce à des gens comme Coluche. En 1980, Coluche aussi a changé.
Au théâtre du Gymnase, où il fait salle comble tous les soirs, son spectacle devient plus virulent. Le clown en salopette se branche en prise directe sur l'actualité. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Bon, ben c'est gentil de le dire, on s'en fout, on l'avait pas invité, mais enfin il est là. Donnez-lui une chaise, bon voilà. Reçu cordialement par le président de la République, qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Le journaliste qui s'emmerdait, il s'est dit, je vais compter les marches, tiens. Vous voyez ? C'est 2 marches pour l'accueillir en signe de détente. Ah, attendez, c'est de la diplomatie. 2 marches, c'est en signe de détente. S'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez. S'il descend 2 marches, 1, 2. Ah, détente. La vraie surprise, c'était de voir à la fois la salle, où il y avait un public extrêmement mélangé, car beaucoup étaient venus pour écouter, j'ai envie de dire, entre guillemets, le message politique. Car c'était pas vraiment une revue de presse qu'il faisait, mais il piquait dans les journaux, ce que ses copains lui avaient lu d'ailleurs, parce que c'était pas un fondu de lecture, hein. En revanche, il entendait très très bien tout ce qui se disait, il savait très bien le reprendre, et à partir de là, il y avait toute une partie du spectacle du Gymnase qui était extrêmement politique. C'est là qu'on voit le degré d'impact médiatique, comme on ne disait pas à l'époque, des gens, quoi. Le degré de notoriété et de pouvoir politique, je dirais même politique au sens noble du terme, pas politique politicienne, mais Coluche était un vrai politique, au sens sociétal du terme. Il faut dire qu'il s'attaquait à ceux qui étaient puissants, hein. On s'attaquait pas aux petits. Donc c'était un peu le bouffon du roi, quoi. Il avait ce rôle de bouffon qui on va dénoncer les défauts et les travers de notre société en s'attaquant aux grands. C'est un Coluche de plus en plus engagé que Radio Monte-Carlo prend le risque d'embaucher en février 80, à 1 an de l'élection présidentielle. Pour ce retour à la radio, Coluche s'associe avec Romain Goupil, une figure militante de mai 68. De reprendre la parole et d'être en toute liberté, puisque là c'était le contrat, en toute liberté sur Radio Monte-Carlo, on faisait un petit risque, mais en même temps c'est ce qui faisait l'audience. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, en disant quelqu'un de sulfureux, quelqu'un de virulent, quelqu'un de révolté. Ils l'engagent pour ça. Ils étaient loin d'imaginer à quel point ça allait être le bordel. Coluche, nourri par Goupil, s'attaque d'emblée au scandale d'État, comme l'affaire des diamants offerts au président Giscard par le dictateur africain Bokassa, un tabou dans les médias de l'époque. Alors qu'ils sont engagés pour 3 mois, l'émission est arrêtée net au bout de 4 jours, officiellement pour scatologie. Coluche et Goupil ne vont pas en rester là. Et je dis à Michel, écoute, comme on n'arrivera pas à contourner l'interdiction, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est le seul moyen maintenant, si tu n'as pas eu d'ennui, si tu n'as pas ton casier judiciaire est vierge, c'est de te présenter comme candidat à la présidence. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je dis, mais ouais, c'est la seule solution. Ils t'ont bloqué Europe 1, ils nous rebloquent là sur RMC, ils t'empêchent de parler. Du coup, la seule façon, on ne peut pas t'empêcher de parler, c'est impossible, là, parce que ça serait une censure politique, c'est si tu te présentes comme candidat. Si tu es candidat à la candidature. Coluche, je sais qu'il rencontrait des tas de gens qui lui disaient « n'arrête pas, surtout, et puis vas-y, tout ça ». Bon, et c'était rarement des bourgeois du 16e arrondissement. Non, c'était le peuple, voilà. Je trouvais ça très sain. Je trouvais ça très sain parce qu'on était dans une politique, on sortait de Giscard, on était dans un pays qui était un peu étouffant, quoi. 1 an avant l'élection, l'horizon politique paraît bloqué. À droite, le président Giscard termine son septennat dans les scandales et l'impopularité. Mais il est donné gagnant face à François Mitterrand, le leader socialiste, qui a déjà échoué 2 fois à la présidentielle. Après 20 ans d'opposition, la gauche désespère de revenir au pouvoir. Coluche va débouler par surprise et tout culbuter. En octobre 80, alors qu'aucun grand chef politique ne s'est encore déclaré, Michel Colucci, 36 ans, est candidat à la présidence de la République. Coluche a de plus en plus envie de se présenter à l'élection présidentielle. Au début, c'était une sorte de boutade. Aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse, une vraie, sur le thème « Ma candidature est une plaisanterie à caractère social ». Mais trouvera-t-il les 500 signatures pour aller jusqu'au bout de sa plaisanterie? J'espère bien les avoir, parce que quand même, j'ai fait plus de galas qu'eux.
Et donc j'ai rencontré plus de maires et de conseillers généraux que, sans avoir de gants de caoutchouc, j'ai déjà fait pas mal de poignées de main. Et donc normalement tout devrait aller. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ». Ça part d'un gag, parce que personne n'a jamais cru que Coluche allait devenir président de la République. Je pense pas. Ou alors, ils étaient vraiment désespérés, ceux-là, parce qu'il aurait foutu un bordel. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Il va y avoir quelque chose d'absolument incroyable. La presse, par sympathie, par ennui, par copinage, tous les gens du showbiz, tout d'un coup, ça devient plus du tout que le petit amuseur, lui. Ça fait un phénomène d'entraînement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous prenez au sérieux? Cette bouffonnerie a pris de la force très rapidement et a donné, dès ce moment-là, la mesure du fossé alors insoupçonné qu'il pouvait y avoir entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, la politique sérieuse et la contestation politique, entre, aujourd'hui nous savons cela, n'est-ce pas, entre les élites et le peuple. Ma pomme et les copains qui vont venir, une partie d'ex-gauchistes vont se mettre maintenant rue Gazan et là avancer sur les coûts, les plateformes, les coûts à faire, les mots d'ordre, les à bas le travail, à bas l'argent, enfin ce truc complètement dément. Et là, les complices qui vont devenir ceux qui vont faire le journal de campagne, les affiches, les appels et tout, c'est Charlie Hebdo. Avec le soutien logistique des dessinateurs de Charlie Hebdo, le ton de la campagne est résolument à la déconnade. Mais Coluche ratisse large, auprès des minorités délaissées et d'une jeunesse en mal de changement. C'est d'abord à eux que s'adresse son appel. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Sa candidature a un impact immédiat. Des milliers de jeunes s'inscrivent sur les listes électorales pour pouvoir voter Coluche. Des comités de soutien fleurissent spontanément dans toute la France, et même au-delà. Lancé comme un paquet de lessive, sa candidature pour rire va prendre en quelques semaines une toute autre envergure. N'oubliez pas de vous inscrire pour voter pour moi, on va leur foutre au cul. En affichant Coluche en une, le Nouvel Observateur, le grand hebdo de gauche, crédibilise sa démarche en lui donnant du sens et de la consistance. Il est apparu comme quelqu'un de plus intéressant qu'un simple saltimbanque et comme quelqu'un qui disait en face ses 4 vérités à la société où il vivait, à la société où nous vivions, comme une espèce de... et même au-delà, comme une espèce de porte-parole. Les personnes qui votaient Coluche ne votaient pas pour que Coluche soit à l'Élysée. Ils votaient pour dire aux autres qu'il manquait quelque chose dans leur discours ou dans leur façon d'être. Au début, c'est clair, il l'a fait comme un gag. Il trouvait ça extrêmement drôle. Il a été de moins en moins drôle et de plus en plus sérieux dans le personnage qu'il s'était constitué, c'est-à-dire un président, un candidat à la présidence totalement baroque, mais qui pouvait perturber sérieusement le résultat du vote. Coluche fait encore monter la pression. 500 signatures d'élus sont obligatoires pour présenter sa candidature. Alors, il met en scène une tournée des petits maires indépendants prêts à le soutenir. Absolument ravi, moi de même. Les hommes politiques qui s'intéressent à ma candidature de plus en plus me le prouvent que je peux avoir 500 signatures. Ce qui est formidable dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis la barre des 500 signatures pour éviter les rigolos, et c'est le pire des rigolos qu'ils vont avoir. La royauté avait son bouffon, et le bouffon permettait de dire des vérités, et moi, si Coluche il veut dire des vérités à l'écran, il n'y a aucune raison qu'on l'empêche de dire ça. Et je donne ma signature pour que Coluche se présente, à condition que Coluche ne me dise pas « je suis de gauche » ou « je suis de droite ». Mais s'il me dit « je suis Coluche » et je taperai aussi bien à gauche qu'à droite, je dis « banco ». Moi, je sais pertinemment que sur les 500 signatures, quoi qu'on vous raconte, quoi qu'on vous dise, quels que soient les autres témoignages, on en a une. Et on n'en aura pas plus d'une. Les renseignements généraux le savent, on est tous sur écoute, les flics le savent, on a une. Donc à aucun moment on pourra se présenter comme candidat. Mais par contre,
l'élection se passe à 2 ou 3 points, comme d'habitude en France. 47, 50, enfin ça se passe. S'il appelle pour la gauche, ou s'il appelle pour la droite, ou du moins qu'il appelle pas pour la gauche, donc il laisse un trouble. Tout bascule début décembre 80, quand un premier sondage donne 12% d'intention de vote pour Coluche, suivi par un autre qui le porte jusqu'à 16%. Un séisme pour la classe politique. 16%, ça veut dire que ça contient les 2 points qui peuvent faire tout bouger. Et là les 2 points, ils y sont. Et là, ça devient un enjeu politique d'importance. Il y a eu un retournement. C'est-à-dire que lui qui donnait, qui feignait de croire au sérieux de sa candidature, alors que dans son esprit, elle n'était qu'une plaisanterie au départ, s'est aperçu qu'il y avait lieu de la prendre au sérieux, voire au tragique, au moment où l'ensemble de la presse, des observateurs politiques, estimaient que ce n'était plus du tout rigolo. Ce jour-là, il a accentué un peu plus la fracture entre ceux qui avaient peur de l'avenir et qui votaient plutôt à droite et un Coluche qui semblait être plutôt un anarchiste et donc plutôt de gauche. Et même si Coluche, effectivement, il a réussi cette performance quand même de faire plus peur à la gauche qu'à la droite pendant tout le temps de sa candidature. Le danger de sa candidature, et là j'ai vu ça comme un politique du coup, pouvait faire perdre Mitterrand face à Giscard, parce qu'il lui enlevait des voix. Et il n'y en apportait pas. François Mitterrand a besoin de toutes les voix de gauche pour espérer gagner. C'est lui que la candidature Coluche menace le plus directement. Son entourage s'en inquiète. Mitterrand a pris au sérieux, il avait beaucoup de respect pour l'homme, Et il n'a pas cru une seconde que Coluche irait au bout de la candidature. Il ne pensait pas une seconde que Coluche était intéressé par l'action, mais il pensait que Coluche était un homme important et que ce qu'il incarnait était très important. Jacques Attali, le conseiller du candidat Mitterrand, se dévoue pour établir le contact avec Coluche. Un dîner est arrangé par des amis communs. 2 mondes se rencontrent. On a dîné ensemble, on s'est engueulés comme des fous. Il me traitait de menteur, je l'ai traité de menteur. Et à la fin du dîner, vers 3h du matin, il me dit « il faut que je te voie ». Alors qu'on venait de se rencontrer. Donc il est venu chez moi le lendemain, dimanche après-midi. Donc c'est le début décembre. Dans ma cuisine, comme ça je me souviens, on a pris un café et il me dit « tu sais, il faut que je te dise un truc. Ils croient tous que je vais être candidat, mais je ne serai pas candidat. J'ai 0 signature. J'aurai aucune signature. J'ai pas envie d'être candidat. La seule chose que je veux, c'est battre Giscard. Alors, je suis avec vous, on le garde entre nous, mais je ferai tout pour que François Mitterrand soit élu. Tu peux m'utiliser comme tu veux. » Pourtant, Coluche ne se prononce jamais publiquement pour Mitterrand. Début 81, alors que les principaux candidats entrent en lice, Coluche s'obstine dans l'outrance et l'ambiguïté, attirant aussi bien des intellectuels de gauche que des poujadistes de droite. Sa candidature s'embourbe, les médias se désintéressent, ses amis s'éloignent. Il s'est pris un peu au sérieux, là, pour le coup, et pour moi, c'est une faute. Un humoriste qui se prend tout d'un coup au sérieux et qui pense que, il n'allait pas être à l'Élysée, il n'allait pas diriger la France. Et... Le regret éternel, c'est qu'on n'a pas su terminer le sketch, C'est son boulot, c'est son métier, et on est incapable de trouver la chute du gag, parce qu'on a tous été dépassés. On est dedans et on joue le jeu et on se prend au jeu et là ça devient un peu difficile parce que ça devient dangereux même. Parce que quand on commence à toucher à la politique, c'est terrifiant On reçoit des trucs à la maison, la prochaine sera pour toi, ça on a reçu ça. Des menaces anonymes, l'exploitation malveillante de la mort de son régisseur. La campagne de Coluche atteint aussi des eaux sordides. Là on rigole